Tous les Sénégalais doivent agir. On dit souvent que le football est une fête, une parenthèse enchantée qui suspend le temps. Le 18 janvier dernier, pour des millions de Sénégalais, cette parenthèse a pris la forme d'une deuxième étoile. Une victoire contre le Maroc, chez lui, en terre hostile. On a vu Sadio Mané exulter, on a vu les larmes de joie sur la corniche à Dakar. Mais pendant que le Sénégal dansait, 18 de ses fils s'enfonçaient dans le silence des geôles marocaines. Imaginez, vous économisez pendant des mois, vous traversez des frontières pour suivre votre passion, et au lieu de rentrer en héros, vous vous réveillez dans une cellule de 9 mètres carrés, sans avocat, sans traducteur, avec pour seule perspective une grève de la faim pour ne pas disparaître des radars. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de football. On va parler de ce qui se passe quand les projecteurs s'éteignent. On va parler de diplomatie de salon, d'omerta médiatique et d'une injustice qui entache la plus grande compétition du continent. C'est l'histoire que les institutions veulent étouffer. Bienvenue dans ce deep dive sur l'affaire des 18 supporters sénégalais au Maroc. Pour comprendre pourquoi personne ne bouge, il faut comprendre le contexte. Le Sénégal et le Maroc, ce n'est pas qu'une rivalité de terrain. C'est ce qu'on appelle en géopolitique un axe stratégique. Dakar et Rabat sont liés par des siècles d'histoire, par la religion avec le tidjanisme, mais surtout par des intérêts économiques colossaux. Le Maroc est l'un des plus grands investisseurs au Sénégal. Banque, assurance, BTP. Quand vous avez une telle proximité, le football devient un terrain miné. Avant même le coup d'envoi de cette finale, la tension était palpable. Le Maroc jouait sa CAN, sa crédibilité en tant que futur hôte du Mondial 2030. Pour Fouzi Lekja, le puissant patron du foot marocain, rien ne devait dépasser. De l'autre côté, Augustin Senghor et la fédération sénégalaise savaient qu'ils marchaient sur des œufs. On ne vient pas au Maroc pour simplement jouer un match. On vient s'insérer dans un théâtre politique où le moindre faux pas peut coûter des millions en contrats bilatéraux. Et c'est là que le drame se noue, quand la raison d'État prend le pas sur la protection du citoyen. La pression médiatique était immense, le récit d'une fraternité africaine était vendu partout, mais les braises de la discorde étaient déjà là, prêtes à s'enflammer au moindre coup de sifflet. Parlons football, car tout part d'une décision. Tactiquement, ce match était un chef-d'œuvre de frustration. Le Sénégal de Pape Thiaw, ou le sélectionneur en place, avait bloqué les demi-espaces où rayonne habituellement Brahim Diaz. On avait un bloc médian sénégalais d'une discipline de fer, forçant le Maroc à une possession stérile. Mais à la 88e minute, tout bascule. Une incursion, un contact léger, et l'arbitre désigne le point de pénalty pour le Maroc. C'est l'étincelle dans une poudrière. Pourquoi ? Parce que ce pénalty est perçu par les supporters sénégalais non pas comme une erreur d'arbitrage, mais comme une injustice systémique. C'est là que le game changer intervient. Le terrain est envahi, des projectiles volent. Mais regardez bien les images de la tribune nord. Ce qu'on voit, c'est une réaction bidirectionnelle. Des supporters marocains répondent, des stadiers sont débordés, la violence s'installe. Tactiquement, la sécurité marocaine a failli en laissant les flux se croiser. Les chiffres sont lourds, entre 300 000 et 700 000 euros de dégâts. Des agents de sécurité finissent au sol, certains dans le coma. C'est inacceptable, personne ne le nie. Mais c'est ici que l'analyse dévie du sport pour entrer dans le judiciaire. On passe d'un incident de stade à une qualification de hooliganisme sous la loi 0909 marocaine. Une loi extrêmement répressive, conçue pour faire des exemples. C'est ici que l'enquête devient révoltante. 18 Sénégalais sont arrêtés, mais seulement un Algérien aussi. Pourquoi eux ? Pourquoi pas les locaux impliqués ? La justice marocaine choisit la sélectivité pour protéger l'image de son organisation. Mais le pire, c'est la procédure. Imaginez être dans un box des accusés. Le juge parle arabe, le procureur lit en arabe, votre avocat, quand vous en avez un, plaide en arabe. Vous parlez wolof. Vous ne comprenez pas si on vous accuse de dégradation de biens ou de tentative de meurtre. Il n'y a pas de traducteur. C'est une violation fondamentale du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En droit, on appelle ça une rupture de l'égalité des armes. Et comme si ça ne suffisait pas, l'agenda judiciaire est une torture psychologique. Report systématique. 12 février, puis plus rien. Pourquoi ? Parce que le syndicat des avocats marocains est en grève. Les prisonniers sont les otages d'un système qui ne les voit plus comme des humains, mais comme des dossiers encombrants. C'est ce qui les a poussés à la grève de la faim. Quand vous n'avez plus de voix pour vous défendre, votre corps devient votre dernier mot. Ils refusent de manger pour qu'on se souvienne qu'ils existent.
C'est un cri d'alarme lancé vers Dakar, un cri qui, pour l'instant, ne rencontre que le silence assourdissant des diplomates. Où est l'État sénégalais? C'est la question qui brûle les lèvres de toutes les familles à Tiaroy ou à Guédiawaye. Quand un supporter français est arrêté à l'étranger, le Quai d'Orsay se mobilise en 24 heures. Ici, c'est le néant. La Fédération sénégalaise de football? Pas un communiqué de soutien. Le ministère des Affaires étrangères? Des discussions discrètes qui n'aboutissent à rien. Cette passivité est coupable. Elle envoie un message terrible. Si vous voyagez pour soutenir votre pays et que vous avez des problèmes, vous êtes seul. Pourquoi cette prudence? Parce que le Sénégal ne veut pas froisser le grand frère marocain, surtout dans le contexte de la candidature marocaine pour les instances de la FIFA. On sacrifie 18 vies sur l'autel de la politique sportive. Heureusement, la société civile ne se tait pas. Sur Twitter, sur TikTok, les Sénégalais demandent des comptes. C'est une crise de représentation majeure. Le peuple fait le travail de l'État. C'est l'ère de la diplomatie citoyenne. Mais pendant que les pétitions circulent, la santé des grévistes décline. On parle d'hommes qui s'affaiblissent d'heure en heure dans les cellules de la prison d'Oukacha ou de Salé. Combien de temps peuvent-ils tenir avant que le foot africain n'ait un mort sur la conscience? Alors, qu'est-ce que cela change pour la suite? Le Maroc veut accueillir le monde en 2030. Mais comment peut-on prétendre organiser la plus grande fête du football si l'on est incapable de gérer juridiquement les débordements d'une finale continentale dans le respect des droits humains? Cette affaire est un test de crédibilité pour Rabat, mais aussi pour la CAF de Patrice Motsepe. Si le football devient un vecteur d'incarcération arbitraire et de silence diplomatique, alors il perd son âme. Ma prédiction? Si rien n'est fait avant le 12 février, la tension entre les deux peuples va exploser, bien au-delà du stade. Le football a ce pouvoir d'unir, mais l'injustice a celui de briser les alliances les plus solides. On ne peut pas fêter un titre quand ses propres supporters sont en train de mourir de faim dans l'indifférence générale. Partagez cette vidéo. Ne la laissez pas mourir dans l'algorithme. La visibilité est la seule protection de ces 18 hommes. Le Sénégal est champion d'Afrique sur le terrain, mais il est en train de perdre sa dignité dans les coulisses. Et vous, qu'en pensez-vous? L'État a-t-il le droit de se taire? On se retrouve dans les commentaires. C'était votre analyse Deep Dive. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le foot, c'est plus que du foot.